l'avez peut-être constaté si vous avez fait vos courses hier, certains supermarchés ont été dévalisés ces derniers jours. C'est la conséquence de l'épidémie de coronavirus. Par peur d'être confinés, de nombreux clients ont rempli leurs placards. Oui, allô Romain, comment tu vas? Ça va super, super. Oui, oui, j'ai vu ça, c'est un peu tendu dans les supermarchés. Ah ben, écoute, moi ça va, je suis autosuffisant, donc ça m'inquiète pas du tout, hein. Autosuffisant. Tu sais pas du tout ce que c'est? Ben, je vais t'expliquer. Alors, l'autosuffisance, qu'est-ce que c'est? Alors, autosuffisance, ça vient de deux mots, qui est auto et suffisance, qui vient du verbe suffire. Et ça correspond à la capacité pour un pays, une personne, à subvenir à ses propres besoins. Donc ces besoins peuvent être divers, mais en ce moment, on en parle souvent en termes alimentaires, notamment. En effet, les phénomènes récents de la Covid-19 et les rushs dans les magasins, comme on l'a vu précédemment, ont forcé certaines personnes à se poser des questions sur notre capacité à s'alimenter, à alimenter les villes, et surtout à être dépendant d'une telle chaîne de production. On avait déjà un gros phénomène de consommation locale, bio, qui voulait contrer justement cette consommation industrielle, avec de nombreuses personnes qui créaient leur propre jardin pour pouvoir subvenir à leur propre alimentation, ou du moins en partie. On peut également rapprocher de cet aspect tous les phénomènes, on va dire, de consommation locale, bio, et surtout la permaculture, qui est un système d'organisation justement de production alimentaire à une échelle personnelle. On peut voir par exemple sur ce dessin un exemple d'organisation justement à échelle personnelle pour pouvoir s'autosuffire. Donc en général, ces personnes-là ont principalement déjà un jardin, qui est la première étape, c'est aussi le plus facile et le moins coûteux à mettre en place. On peut également aussi avoir des céréales sauvages et également des animaux. Donc on peut avoir pour les moins coûteux des poules pour produire des œufs, des moutons ou des chèvres pour produire du lait qui permet de faire du fromage. Après, avec plus de travail, on peut avoir aussi des porcs pour pouvoir faire de la charcuterie, de la viande, ou des vaches pour principalement un élevage laitier, et après c'est possible en fin de vie pour de la viande. Et l'autosuffisance énergétique dans tout ça, où elle est? Les premiers pionniers d'une certaine autosuffisance énergétique, ce sont les refuges alpins, qui sont éloignés de tout, de toute connexion, de tout réseau, et qui sont en plus ravitaillés par hélicoptère, que ce soit également pour les bonbonnes de gaz ou de fioul. Pour limiter ces énormes charges de gaz et d'essence pour les groupes électrogènes, on a tout de suite réfléchi à des solutions un peu plus durables, notamment au niveau des énergies renouvelables. Au niveau des technologies mises en place, ça passe du panneau photovoltaïque au panneau thermique pour le chauffage ou l'eau chaude, des mini-éoliennes ou également des turbines dans les torrents voisins pour ces refuges de montagne. On peut voir ici un exemple d'une maison autosuffisante combinant justement toutes ces technologies-là qui permettraient, une fois hors réseau, de toujours fonctionner. Mais les villes dans tout ça, puisque jusqu'à maintenant on a parlé uniquement d'autosuffisance à échelle individuelle ou en tout cas de très petits groupes. Alors il est malheureusement vrai que ce n'est pas demain la veille qu'on verra un Paris de cette forme-là avec des jardins et de quoi s'autosuffire alimentairement en interne. Ce n'est pas non plus à la portée de tout le monde, ni de n'importe quel pays, puisqu'il y a de nombreuses contraintes à la mise en place justement d'une autosuffisance, qu'elle soit alimentaire ou énergétique. La première contrainte est la contrainte spatiale. Il faut un endroit qui permette à la fois d'avoir de l'espace pour ces différentes productions, mais également un endroit qui soit fertile, avec des éléments naturels qui soient en notre faveur. Il faut également beaucoup de temps. Que ce soit pour construire tous ces différents systèmes, mettre en place ces cultures, ces élevages, ou les différentes technologies productrices d'énergie. Cette transition coûte également très très cher, qu'elle soit à échelle nationale ou à échelle personnelle, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Ces différentes technologies coûtent très cher, et la mise en place de ces cultures sont également un gros investissement.
Et le dernier point clé est surtout l'implication humaine. Sans implication humaine, rien n'est possible. Que ce soit à échelle personnelle, à échelle d'une ville, on ne pourra rien faire si tout le monde n'avance pas dans la même direction pour soutenir le même projet. Pour conclure, l'autosuffisance est-elle une utopie ou une réalité? Alors, ça dépend à quelle échelle. À l'échelle personnelle, elle est tout à fait possible, ou à petite taille, c'est tout à fait possible et on l'a vu. Après, à échelle nationale ou à l'échelle de ville, c'est encore beaucoup plus compliqué et dans l'état actuel, c'est plus une utopie qu'autre chose. Après, tous les rêves peuvent se réaliser si on y croit et si on travaille pour les rendre possibles.